Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 29 août et à la une de votre JTM, l'opération Shikandra se met en place sur le territoire. Annoncé lundi par la ministre des Outre-mer, le dispositif se veut une montée en puissance de la lutte contre l'immigration clandestine, à la fois sur terre et sur mer. Pour ce faire, de nouveaux moyens matériels et humains vont arriver sur le territoire avec un objectif clair, réduire la croissance démographique liée en grande partie à l'immigration clandestine. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimonet. 2 jours après l'annonce de l'opération Shikandra, un kwassa transportant des migrants venus du continent africain est arrivé sur la plage de Bandrélé mercredi soir. De quoi remettre en doute l'efficacité d'un dispositif qui entre tout juste en vigueur. Pour le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, il convient de patienter avant de voir les premiers effets de cette opération globale. L'objectif, c'est de taper sur tout le temps et en même temps. C'est une approche globale. Si on arrive à 25 000, mais il y en a 40 000 qui rentrent, on a perdu. C'est un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. On se disait, voilà, on fait 20 000 éloignements par an, et puis on a constaté qu'on a pris 50 000 habitants en 5 ans. Donc il y avait un défaut dans le dispositif. Et donc il faut taper globalement, avoir une approche globale. Il faut taper sur les filières, les démanteler. Il faut travailler sur la lutte contre le travail illégal, l'habitat illégal, l'écosystème de l'immigration clandestine. Il faut faire de la coopération. L'accord cadre qui a été signé avec les Comores le 22 juillet dernier est un très bon accord parce qu'il permet de travailler techniquement, opérationnellement, avec nos partenaires comoriens, à la fois sur l'immigration comorienne, on attend encore les résultats, mais on y travaille. Parce que là, de ce côté-là, on voit toujours autant de quoi ça arriver. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, le résultat n'y est pas, mais on vient juste de commencer. Laissons le temps à cet accord de vivre et d'être mis en place. Grâce à un partenariat avec Madagascar ou encore l'Union des Comores, les filières de l'immigration devraient être stoppées avant même d'atteindre le 101e département français. Et pour ceux qui réussiront à passer entre les mailles du filet, un important dispositif sur terre et sur mer doit finir de persuader les passeurs et les candidats à l'immigration. Dans le cadre de l'opération Shikandra, on diversifie nos moyens de détection. La question, c'est pas tant de la qualité de notre détection aujourd'hui que le fait de dépendre d'une seule technologie quasiment. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi la détection? C'est effectivement les radars dont on dispose à Mayotte, que vous connaissez. C'est aussi la surveillance aérienne, ce qui est une nouvelle composante de notre dispositif. Et c'est dans ça que je vous dis qu'on change de dimension, on change de braquet en quelque sorte. C'est également le renseignement humain. Il faut pouvoir s'appuyer à la fois sur les Mahorais qui sont présents dans le sud, sur les côtes, etc. Moi, je travaille avec les policiers municipaux, par exemple. Je travaille avec certains membres des collectifs qui nous disent, ben voilà, nous, on a organisé un réseau d'alerte en quelque sorte. Pourquoi pas travailler aussi avec les gardiens du littoral du conseil départemental pour avoir cette remontée d'informations qui soit quand même filtrée. On peut pas tout écrire comme ça parce qu'après, il y a des stratégies qui peuvent être un petit peu contre-productives. Mais en tout cas, d'aller chercher l'info là où elle se trouve et de pouvoir réagir immédiatement. Un investissement de chacun qui passe notamment par une absence de blocage de l'île. Sur ce point, Julien Cardancuf se réjouit de ne plus connaître de blocage qui limite l'action de la LIC. Les effectifs de gendarmerie qu'on a pu mettre au service des étrangers parce qu'il fallait prévenir des troubles sociaux par exemple, c'est des effectifs de gendarmerie qu'on ne pouvait pas mettre sur la LIC. Avec une situation pacifiée, tout le monde est mobilisé, notamment sur la LIC. On a des moyens supplémentaires qu'on dédie à ça. Et c'est parce que c'est calme aussi à Mayotte, parce que les gens sont suffisamment raisonnables et vraiment ont l'intention, et moi je le sens, d'œuvrer en même temps que l'État et la collectivité pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de grève bloquante, etc. Il y a toujours l'insécurité qu'on connaît. Parce qu'on le voit systématiquement. Je prends l'exemple d'IBS il y a quelques semaines de ça. On a eu blocage de la matinée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les policiers, les gendarmes, tout le monde était mobilisé. Et pendant ce temps-là, dès quoi ça arrive, on fait plus de LIC. C'est-à-dire qu'on fait plus d'interpellation à terre et ça se ressent directement. Donc je voulais aussi remercier les Mahorais, les Mahoraises et les Mahorais, tous ceux qui aujourd'hui contribuent directement ou indirectement à notre action et je pense que c'est important de le dire. Annoncé pour le mois de mai dernier, l'opération Shikandra va rapidement devoir faire ses preuves en prouvant qu'elle est une réponse efficace à la problématique de l'immigration clandestine sur le 101e département de France. Et l'immigration clandestine est source d'une extrême précarité. Depuis 1997, l'INSEE suit l'évolution de la population et des logements à Mayotte. Le dernier rapport dévoilé ce matin montre ainsi que sur le territoire, 4 logements sur 10 sont des constructions fragiles. Par ailleurs, un habitant sur 3 ne possède pas d'eau courante.
tandis que plus d'un logement sur deux est surpeuplé. Un constat sans appel qui doit permettre d'adapter les politiques publiques aux réalités du territoire. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue dans les locaux de l'ADEAL. Elle fut l'occasion de présenter à la presse et aux acteurs locaux les résultats d'une étude sur l'évolution des conditions de logement à Mayotte, réalisée à partir des 5 recensements de la population menés de 1997 à 2017. C'est une étude qu'on mène en partenariat avec l'ADEAL, donc on a associé les partenaires locaux pour essayer d'éclairer au mieux l'évolution des conditions de logement à Mayotte depuis 1997. Alors la première chose, c'est qu'on est dans une croissance démographique importante, on l'avait déjà dit, et en particulier en 20 ans, le nombre de logements a été multiplié par 2. Donc on le voit physiquement, mais c'est quelque chose quand même qui est notable. x2 en 20 ans en termes de logement, c'est évidemment très impactant pour les politiques publiques et pour les enjeux du territoire. Une augmentation du nombre de logements qui est normalement censée créer une certaine disparité dans le nombre de logements en dur et en tôle, ce qui n'est pas le cas sur Mayotte. Quand on regarde un peu en détail, on voit que la part de logements en dur à Mayotte, elle n'a pas beaucoup évolué. Entre 1997 et 2017, et tous les 5 ans, on reste à 6 logements sur 10 qui sont en dur. Donc les logements en dur restent à peu près stables. La chose qui a évolué, c'est que les logements qu'on a considérés comme fragiles, ils ont un peu évolué. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plus de logements en tôle. Et les logements en tôle, ils se sont substitués en quelque sorte aux logements traditionnels, végétal, dur, raffia, feuilles de cocotier, qu'on connaissait plus dans les années 90. Des logements traditionnels qui ont quasiment disparu sur Mayotte, petit à petit remplacés par des logements en tôle. Ils ne représentent plus que 1% des logements présents. Grâce à ces études, l'ADEAL va pouvoir réadapter ses actions pour répondre aux problèmes des logements sur l'île. Les constats qui ont été faits donc, avec M. Mekaoui, c'est qu'on a quand même encore un parc de logements en tôle qui est très très important, de l'ordre de 20 000 logements, et des solutions qui restent encore à trouver pour ces populations, puisqu'on a des populations qui sont souvent avec une carte de séjour de 1 an, qui n'ont pas accès aux aides au logement, et donc nécessité de trouver un produit logement adapté pour ces publics. Pour le moment, un prototype de logement social pouvant répondre à ces critères est en cours de construction dans le quartier de Doujani. La ministre des Outre-mer s'était par ailleurs rendue sur le chantier. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Marguerite de Bec-de-Lièvre, journaliste au sein du groupe Coésie. Marguerite, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau que vous connaissez bien. On va parler de ce qui s'est passé ce matin, cette conférence de presse à l'INSEE. Qu'est-ce qu'il faut en retenir des chiffres, c'est vrai, qui sont assez éloquents? Alors d'abord, je pense que le premier chiffre à retenir, c'est que sur l'île, en 20 ans, le parc de logements a plus que doublé. En 97, l'île était composée de 30 000 logements. En 2017, nous sommes à 63 000. Une augmentation forcément qui est due notamment à l'arrivée de personnes venant de l'étranger. Alors justement, c'est une explosion, on allait dire, en 20 ans, on est sur des records. Maintenant, qu'en est-il effectivement de ce ratio dont on a parlé dans le sujet entre ces logements en dur et ces logements en tôle? Alors ces logements en dur, c'est dit dans le sujet, ils représentent 60% des logements totaux de Mayotte. En revanche, les constructions dites fragiles qui sont en terre, ça peut être aussi en tôle ou encore en bois végétal, elles représentent 40% du nombre de logements. C'est un chiffre qui n'a pas évolué depuis 20 ans, donc c'est-à-dire qu'en 97, on était déjà à 40% de logements en tôle. Et est-ce qu'on a justement des comparaisons? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre Mayotte et le reste du territoire français ou la métropole par rapport à ces chiffres qui apparaissent invraisemblable? C'est assez difficile. En plus, c'était l'objet de cette enquête. Elle était vraiment de décrire les logements de Mayotte. Par exemple, l'enquête démontre que le confort des logements est sommaire en 2017, et ça n'a pas vraiment évolué. Le raccordement électrique n'est pas généralisé. On a encore 10% des logements qui n'ont aucun raccordement. Dans 60% des logements, ça vous l'avez dit, il manque soit l'eau courante, soit des toilettes, soit une douche à l'intérieur du logement. Autre chiffre pour le moins important que là aussi vous avez évoqué Pierre, 57% des logements sont surpeuplés et un tiers connaissent un surpeuplement aggravé. Ça veut dire qu'il manque au moins 2 pièces dans le logement pour qu'il soit adapté à un ménage. Alors justement, sur quoi s'appuie l'INSEE pour dire ça? À quel moment on peut parler d'un logement surpeuplé? Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce surpeuplement?
Il y a trop de personnes qui vivent dans ces habitations? Ils ont fait un recensement. Alors la méthode n'a pas été tout à fait dévoilée, mais c'est en fonction du nombre de pièces et du nombre de personnes qui composent le ménage, la famille. Et voilà, ils expliquent que par exemple dans des 2 pièces, on a des familles qui atteignent 10 membres et qui logent et qui se débrouillent pour y vivre. Et forcément, ça crée des situations de surpeuplement, notamment à Grimby. Alors, vous l'avez aussi évoqué, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui choque, c'est le confort. Alors là, il faut peut-être apporter une nuance parce que dans les maisons en dur, le confort a augmenté. Et c'est vrai qu'on a eu pendant très longtemps à Mayotte des maisons en dur, mais dans lesquelles il n'y avait pas forcément de sanitaire. Là, les lignes ont un peu bougé. Exactement, c'est le point positif, si on peut dire, de l'enquête qu'a voulu mettre en avant Jamel Mekawi, qui est le chef du service régional de l'INSEE de Mayotte. L'eau courante dans les logements en dur, elle est présente dans 9 logements sur 10. Comme vous l'avez dit, ce n'était pas le cas avant. 36% de ces logements ont une pièce climatisée. C'est un chiffre également que le chef de service régional a voulu mettre en avant, car ce taux est comparable à celui des Antilles. Autre chiffre important pour les logements en dur, 60% sont équipés d'un lave-linge et contre seulement 20% en 2012, soit une augmentation de 40 points quand même. Un dernier mot avant de nous quitter. Qu'en pense l'INSEE? C'est un institut national. Est-ce que l'INSEE a apparu, est-ce que les personnes qui étaient présentes dans cette conférence de presse sont apparues alarmées par la situation qui est relativement connue? Mais là, on y met effectivement des chiffres et ça change quand même tout, notamment pour ces politiques publiques dont on parlait tout à l'heure. Il n'avait pas l'air alarmé, je dirais. Il était vraiment là dans un but d'information. Jamel Mekawi, oui, exactement, et Jamel Mekawi. Et l'objectif pour lui était effectivement aussi de donner toutes ces informations aux institutions et notamment à l'ADEAL pour qu'ils puissent adapter leur future construction. Et il y avait un représentant de l'ADEAL qui était là et qui expliquait que justement c'était des éléments indispensables qu'ils n'avaient pas en leur possession et qu'aujourd'hui ils vont pouvoir mettre à profit pour leurs futurs investissements. Et notamment des logements sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est de ça dont on parle, il va falloir qu'il y ait plus de logements sociaux, que ça aille plus vite et que dans les futurs plans, on pense notamment à l'ANRU, ces plans d'aménagement du territoire, il va falloir absolument que les logements sociaux prennent une part considérable. Les logements sociaux effectivement ont été évoqués, et puis il nous a expliqué qu'il y avait des constructions qui étaient en cours, notamment au niveau des futurs locaux de Mayotte la Première. Il y avait à avoir des logements qui allaient sortir de terre, donc tout ça a l'air de se mettre en place petit à petit. Merci beaucoup Marguerite. Merci, vous reviendrez sur ce plateau pour nous éclairer sur tous ces sujets qui font l'actualité du moment. Social dans votre 19h. Comme évoqué depuis le début de la semaine, les syndicats du privé comme du public font leur rentrée. L'occasion de faire le point sur les chantiers à venir en matière de rattrapage social. Si pour certains syndicats, la mise en place des conventions collectives représente une priorité, pour d'autres, les terrains de lutte sont multiples. C'est le cas de l'UDFO qui compte bien être sur tous les fronts afin que l'égalité réelle s'applique à Mayotte. Je vous propose plutôt d'écouter Elanziz Amidou lors de la matinale de Kwesi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à Mayotte, ici, tous les droits des salariés sont bafoués partout. Au niveau des services publics, au niveau des régimes que je qualifierais de régimes sociaux, oui, qu'on aille à la CAF ou qu'on aille pour avoir de l'assurance pour la retraite ou pour le chômage, oui. Et tout ça. Donc, ce sont des 20 mots pour un salarié de Mayotte, l'assurance chômage, l'assurance retraite, hein, les allocations familiales. Il y a encore discrimination par rapport à ailleurs, évidemment. Ça n'a rien à voir à ce qui se fait dans la République. Ici, le droit républicain n'a pas libre cours. Ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que l'État, le gouvernement et tous les gouvernements successifs ont fait de Mayotte une exception dans la République. Et nous, l'organisation syndicale, l'Union départementale Force ouvrière, nous luttons contre ce genre de politique, de mettre Mayotte comme étant une exception de la République. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la modernisation du port de Longoni ou encore le procès de l'ancien maire de Sada. Au montage, Leslie Vimenet.
Grâce à l'arrivée de l'ADSL en 2011, la structure ICM+, fruit du mariage entre l'Union maritime de Mayotte et la Chambre de commerce et d'industrie du département, avait signé le premier contrat avec AP+. Ce système permet de fluidifier la circulation des marchandises destinées à être importées, exportées ou transbordées. Cela offre la possibilité de lier tous les acteurs privés et publics d'une communauté logistique. C'est un guichet unique pour les entreprises qui facilitent leurs démarches auprès des autorités administratives. Ce système intègre en temps réel les prévisions, annonces, réalisations et contrôles du passage des marchandises tant à l'entrée qu'à la sortie. Pour aller plus loin dans la modernisation, le port bascule d'AP+ à CI5. Désormais, l'infrastructure portuaire aura accès à un guichet communautaire pour le traitement de la marchandise. Cela va permettre d'accélérer le passage portuaire de la marchandise pour gagner en fluidité, traçabilité, sécurité et surtout en compétitivité. Lundi après-midi, Annick Girardin a présenté un plan d'action comprenant 80 mesures et dont les objectifs sont de mieux prévenir, mieux informer et mieux protéger la population face au risque du volcan sous-marin. En marge de la création des comités d'observation composés d'élus ou encore de citoyens, un bulletin bimensuel d'information sera disponible sur le site internet de la préfecture. Le bulletin numéro 1 de l'activité sismo-volcanique a été publié lundi dans la foulée de la conférence de presse de la ministre. Il représente une synthèse des observations, mesures et conclusions préliminaires sur l'activité sismo-volcanique. On apprend ainsi qu'il n'y a pas d'évolution notable au cours du dernier mois. 490 séismes ont été enregistrés, dont 5 supérieurs à 4 de magnitude. Des magnitudes proches de 5, voire plus, sont toujours possibles. En ce qui concerne l'affaissement de la surface de l'île, elle oscille toujours entre 8 et 15 cm depuis le début de la crise en mai 2018. En parallèle, Mayotte poursuit son déplacement d'ensemble vers l'est d'environ 17 à 20 cm. Hamada Bin Ali a occupé les fonctions de maire de Sada de 2008 à 2014. Hier, ce dernier s'est retrouvé à la barre du tribunal dans une affaire de discrimination à raison des opinions politiques et refus d'embauche. Le tout à l'encontre d'un employé municipal affilié à l'époque à l'UMP, un parti politique auquel l'ancien maire de Sada n'appartenait pas. C'est l'employé lui-même qui, en novembre 2013, a porté plainte pour harcèlement contre Hamada Bin Ali. Il dénonçait notamment les multiples changements de poste dont il avait été victime, passant ainsi de chef de service d'état civil à employé au service technique puis à la voirie. L'homme mettait également en avant les outrages et le manque de moyens matériels pour le bon exercice de son travail, mentionnant ainsi qu'il n'avait ni chaise ni table pour exercer. Au regard des preuves apportées, le ministère public a requis une amende de 6 000 € dont 3 000 avec sursis à l'encontre de l'ancien édile. Le délibéré sera rendu le 18 septembre prochain. On termine ce journal avec l'école des parents de Doujani qui rouvre ses portes. Ce dispositif d'apprentissage de la langue française proposé aux parents d'élèves pour suivre la scolarité de leurs enfants sera cette année encore au programme des actions de l'association Espoir et Réussite. Basée à Doujani, cette association de quartier grandit et se professionnalise. Une expansion qui, en cette période de rentrée scolaire, se traduit par un calendrier bien chargé. Alors, quels événements l'association organise-t-elle et quels sont ses nouveaux projets? Réponse dans ce reportage, signé Marion Tellier. L'école des parents, c'est un dispositif d'apprentissage de la langue française proposé au sein de différents quartiers sur l'ensemble de l'île. Ici, aux locaux d'Espoir et Réussite de Doujani, des classes sont organisées tout au long de l'année à hauteur de 3 fois par semaine. Les parents inscrits y étudient le français, mais aussi l'histoire et les mathématiques. Pour cette rentrée, on va toujours garder la même ligne directive. On va essayer, en plus de leur donner des cours d'apprentissage du français, on va essayer de les responsabiliser à leur rôle de parents pour qu'ils essayent de les accompagner dans leurs loisirs, le divertissement, parce que c'est ce qui manque à la maison. Et c'est ça ce que les enfants vont chercher à l'école. Faciliter le quotidien des parents d'élèves pour suivre la vie scolaire de leurs enfants n'est pas la seule initiative proposée par l'association. En effet, ces actions de lutte contre l'illettrisme se poursuivront avec notamment les journées portes ouvertes du 8 au 12 septembre. Un événement national à l'occasion duquel toutes les associations concernées seront invitées à partager leurs actions avec le grand public. En attendant, les membres de l'association peuvent compter sur un accompagnement continu. Ce matin, un groupe de personnes en recherche d'emploi se réunissaient pour assister au dernier jour d'une formation en employabilité. On est en train de faire un CV, on nous montre comment préparer un CV et comment le faire et comment le présenter.
On fait les maths, on fait le français, on fait comment on présenter, comme si on veut aller au bureau, comme quoi on se présente. La formation aura duré 4 mois. Tous espèrent maintenant se servir de leurs nouveaux acquis pour trouver un emploi en restauration, maintenance, vente et dans bien d'autres secteurs. L'insertion professionnelle est en effet, elle aussi, au cœur des missions de l'association. Un forum des métiers aura à ce titre lieu au cours du mois de septembre. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.